Bienvenue à vous, bienvenue pour ce nouveau Mélodie de ma vie. Aujourd'hui, un Mélodie de ma vie avec quelqu'un qu'on est extrêmement heureux et honoré de recevoir sur ce plateau, sur le plateau de Télémélodie. Bonjour Gérald de Palmas, comment allez-vous? Super, merci beaucoup. Alors, 7e album, 8e album si on compte le live, 7e album, avec un titre qu'on entend partout en ce moment. Il faut qu'on se batte. Ça se passe pas mal, mais ça fait du bien quand tu as bossé pendant 2-3 ans sur les textes, les mélodies et tout le reste, de recevoir cette accueil-là, c'est très, très rassurant. Et ça se passe comment à la fin de la tournée? Parce que nous, on vous avait rencontré il y a quelque temps à la fin de la tournée, un Olympia qui était un petit peu le feu d'artifice final de cette tournée. Et ça se passe comment entre-temps? Il y a une grosse période de dépression après la tournée? Comment ça se passe à la fin de la tournée? Ben moi, je commence déjà à écrire un petit peu sur la fin. Pendant la tournée? Sur la fin. Commencer à ajouter 2-3 trucs. Voilà, des mélodies, un peu de texte. Et oui, il y a toujours un petit coup de blues parce qu'il n'y a plus l'adrénaline du 20h, 20h30 tous les soirs de la scène. Et puis des copains. Et exactement, la vie en tournée, en bus, tout ça. Et c'est vrai que c'est un gros changement. C'est très potache avec vous, il y a beaucoup de déconnades, il y a beaucoup de côté ado ou vous êtes plutôt sérieux? En fait, moi, dans mes relations, enfin, avec tout le monde, hein, que ce soit avec les musiciens, mes potes, tout le monde, c'est soit dire que des bêtises, soit avoir des discussions relativement sérieuses. Il n'y a pas vraiment d'entre-deux. On vous imagine bien dans les deux registres d'ailleurs. Je ne parle pas trop du temps, des choses assez banales. J'aime bien soit dire que beaucoup de bêtises, soit... Et quand on a donc 12 chansons à faire, à livrer, à façonner, c'est quoi? C'est une angoisse au début, le piano muet Non, chaque fois c'est une angoisse. Oui, oui. Bah, c'est l'angoisse de ne pas avoir envie, en fait. Ce n'est pas l'inspiration qui compte, c'est avoir envie. Ouais. Et l'envie, ça se sollicite comment? Ça se génère comment? Ça s'aiguillonne comment? Il y a plein de choses qui peuvent aider. C'est prendre conscience de la chance de faire ce métier. Oui. Déjà, ça peut être un moteur. L'argent peut être un moteur. Le tir provisionnel, par exemple. Voilà, exactement. Les impôts, ça peut être un moteur. Surtout, je pense, trouver des artistes qu'on aime, écouter des chansons d'artistes qu'on aime et qui nous donnent envie, nous aussi, de faire de la musique. Alors justement, vous connaissez le principe de cette émission, Mélodie de ma vie, ce sont toutes ces chansons qui vous ont donné envie d'être aujourd'hui ce que vous êtes. Et moi, je voulais vous poser une première question. Chez vous, à l'île de la Réunion, puisque vous êtes né là-bas, on écoutait quoi à la maison? C'était très chanson française ou plutôt très anglo-saxon déjà? Alors, à La Réunion, mes parents écoutaient un peu de musique, mais pas énormément. Donc, c'est pas de leur côté que ça vient, ce besoin de musique là. Non, je me souviens de quelques cassettes qui tournaient, espèce de best-of, c'était des cassettes à l'époque de rockabilly, un peu les Beatles, des trucs comme ça, voilà. Chanson française, non? Chanson française, non, pas énormément. C'était Fernand Reynaud, la cassette qu'on avait. C'est de la chanson française aussi, un petit peu plus fantaisiste. Pas de la chanson, mais voilà. Vous aurez bien fait fantaisiste. J'adorais Fernand Reynaud. Et donc voilà, non, ils n'écoutaient pas beaucoup de musique, mes parents. Et vous, à quel moment vous vous dites... Ce qui a changé beaucoup plus tard, bizarrement. Une fois qu'ils ont passé 40 ans, ils ont commencé tous les deux à écouter énormément de musique. C'est très étrange. Et à quel moment vous vous êtes dit, moi mon métier, ça va être de mettre des mots sur des musiques et de les chanter? Moi, je pense que être créatif, je pense que c'est vraiment, pas moi qui l'ai dit, hein, mais c'est vraiment une façon de s'échapper. C'est vraiment une fuite dans l'imaginaire. D'accord. Par rapport à la vie quotidienne. Vous aviez besoin de vous échapper? Ouais, à l'adolescence, j'ai eu de plus en plus un besoin de m'échapper. Le quotidien, pas top? Non, encore aujourd'hui, je ne suis pas un grand fan du fonctionnement de la société, des rapports humains, je les trouve compliqués. Donc très jeune, j'ai eu besoin de m'essayer de trouver, me barrer. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, nature, ça aurait pu être du dessin, la peinture, je ne sais pas, c'est tombé sur la musique. Et à l'âge de 13 ans, c'est devenu, je sais pas, j'avais besoin de ça. Je commençais à jouer sur les disques. Guitare tout de suite? Non, je faisais de la batterie au début. Des batteries au départ. Après, j'ai essayé la guitare, mais comme personne n'était musicien dans ma famille, et puis c'était pas dans la culture de ma famille de me donner des cours ou quoi que ce soit. Je me souviens même que quand j'achetais des instruments de musique à Noël avec mon argent, ils étaient malheureux comme tout. C'est de l'argent gâché. Enfin, ils n'étaient pas dans ce trip-là, quoi.
Quand on vit sur une île, et l'île de la Réunion, magnifique île, est-ce qu'on se sent un petit peu, comme le dit Souchon avec ses mots dans Belle Île en mer, est-ce qu'on se sent un petit peu isolé? Est-ce qu'on a ce sentiment d'être un peu minoritaire? Ou vous vous sentez totalement en connexion avec la culture française et francophone? Alors, moi j'ai vécu jusqu'à l'âge de 10 ans. Après, je suis venu à Aix-en-Provence. Donc, quand j'étais gamin, j'avais pas, jusqu'à 10 ans, non, je profitais vraiment de l'endroit où j'étais. J'étais en maillot toute l'année, dans l'eau toute l'année. Donc, j'avais pas... Et l'atterrissage en France, enfin en métropole? C'était un peu dur. Je pense que c'est là que j'ai commencé à prendre conscience que... du fonctionnement des humains entre eux, au sein de la société. C'est là où vous vous êtes dit, il faut vite écrire. Il se passe quelque chose que, voilà, j'ai commencé à comprendre à cet âge-là. Alors, on vous a demandé de nous suggérer quelques chansons et quelques artistes dont vous aviez envie de nous parler. Et vous nous avez parlé de Georges Brassens, avec une chanson en particulier, et Putain de toi, mais globalement de Brassens. Qu'est-ce qui vous a vite touché dans ce chanteur? Vous l'avez découvert comment? La rencontre avec Brassens, ça se passe comment? Je l'ai découvert très très tard, parce qu'en fait j'ai écouté pratiquement que de la musique anglo-saxonne toute ma vie. Vraiment, j'étais complètement attiré par ça. Et puis, depuis assez peu de temps, en fait, si vous voulez, pendant très longtemps, la musique, pour moi, était primordiale. La voix, j'essayais de faire groover le français. Parce que je voulais que ça soit swingé, que ça soit mélodieux et que ça soit rythmiquement original. Et pour moi, la voix était presque un instrument comme un autre dans le mix. Il n'y avait pas de sens, forcément. Alors, j'essayais, parce que je suis conscient de l'importance des textes, donc j'essayais quand même de dire des choses dans les textes, mais c'était vraiment pas une priorité jusqu'à assez récemment, où en fait le texte est devenu un truc très important pour moi, vraiment fondamental. Et je ne sais pas pourquoi, un virage, peut-être l'âge, je ne sais pas. La maturité. La maturité. Et donc, du coup, j'ai commencé à écouter de plus en plus d'auteurs français. Vous vous souvenez de la première fois où vous avez écouté Brassens? Vous avez écouté ça devait être gamin. Ça devait être gamin. Et ça vous a tout de suite Alors, à l'époque, ça m'a plu, mais comme j'étais parti plus sur l'anglo-saxon, je pense que j'ai pas encore... En fait, ce qui me plaît chez Brassens, c'est que je trouve hallucinant, c'est cette faculté de dire des choses très crues, aussi bien dans les mots que dans les concepts, enfin dans les choses dont il parle. C'est très très cru. Et en même temps, il le fait avec une élégance folle, quoi. Et rares sont ceux qui ont réussi à faire ça. Ce que vous faites un petit peu dans certaines de vos chansons, parfois il y a des images. J'essaye à mon humble niveau. Faut qu'on se batte, sortir une chanson qui va tirer un album, quoi. Je veux dire, sortir un premier single, je ne sais pas s'il y a encore des singles aujourd'hui, enfin un premier extrait qui s'appelle Faut qu'on se batte pour passer en radio. Oui, c'est quand même assez gonflé. Oui, il y a eu quelques petites réticences au début, mais ça va, ça se passe. Et la maison de disques a dû être folle de joie. Non, la maison de disques, ça allait. Non, c'est quelques radios qui ont été un peu réticentes au début. On dit, oula, de quoi ça parle? Mais en fait, non. Après, j'espère, voilà, moi, tout le challenge, c'est d'essayer de trouver une façon élégante de dire les choses, mais en disant quand même les choses. Années 80, donc Aix-en-Provence, ça y est, l'île de la Réunion est derrière. Et puis les premiers groupes. Les Max Valentin, les Valentins, une rencontre avec un certain Étienne Dao. Comment ça s'est passé? À quel moment vous avez eu envie d'intégrer un groupe? Ça se passe comment? Voilà, on est chez soi, on fait des chansons avec sa guitare et sa batterie. Et comment un jour on arrive à rencontrer Edith Fouambuena En fait, j'ai commencé à jouer avec des petits groupes à Aix-en-Provence, à droite à gauche. Je jouais de la basse à l'époque et je chantais un petit peu, très peu. Et on commençait à jouer dans des lycées. Au début, vous jouez dans des lycées à la fin de l'année. Après, vous commencez les petites salles, des choses comme ça. Vous étiez quel type de lycéen? Nul. Profondément nul. Enfin, profondément, non, parce que je suis quand même allé presque jusqu'au bout. Mais non, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que le magasin de musique était en face de mon lycée. Et donc, à partir de la seconde... Vous avez pu se passer votre temps au magasin de musique, dans le magasin de musique au lycée. Seconde, première, terminale, la proportion de temps dans le magasin de musique est devenue à 90%. Et rassurez-moi, vous avez pris option musique au bac quand même? Non. Même pas pour avoir quelques points en plus? J'en avais plus rien à secouer. Enfin, progressivement, c'était plus du tout... Filière scientifique ou littéraire? J'ai tout fait. J'ai eu des velléités, donc j'étais en première S. Je ne sais pas si ça existe encore, la première. Bien sûr. Vous avez fait toutes les lettres de l'alphabet. Après, je suis passé parti en B, et après, c'est une catastrophe après. D'accord. Mais tout ça pour vous dire que
Non, ouais, en fait, j'ai commencé à jouer à droite à gauche. Et puis un jour, je jouais donc avec des gars plus âgés que moi, parce que j'avais 17 ans. Et Edith et Jean-Louis, donc le groupe les Valentins, ça s'appelait les Max Valentin. Les Max Valentin au départ, c'est ça? Et ben, ils m'ont repéré dans ce groupe-là en me disant. Ils vous ont repéré en tant que chanteur aussi, c'est non, ça qui... ouais, alors je sais même pas si je chantais, je crois pas. Parce que très vite, vous allez devenir le chanteur guitariste du groupe. Voulait chanter, j'y suis allé par défaut, quoi. Ils voulaient pas chanter les deux autres, donc j'ai dit bon bah j'y vais. Et on fait comment quand on arrive dans un groupe avec deux personnes qui se connaissent aussi bien, deux personnalités bien trempées? Ouais. Je connais pas, mais Edith Fombonnel, je l'ai croisé, c'est quand même quelqu'un qui a quand même le sens de la formule. On s'entendait super bien. Elle a toujours, j'imagine, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue, mais elle avait beaucoup d'humour, on rigolait beaucoup, oui. C'était une super nana. Donc on se marrait énormément. Et puis ils étaient un peu plus âgés que moi j'étais flatté, pas beaucoup, hein, mais à cet âge-là, vous savez, 1 an ou 2 ans, ça paraît tout de suite. Et j'étais flatté qu'ils soient venus me chercher, donc j'étais en confiance avec eux, j'aimais bien. Et là, donc, ce sont vraiment vos premiers pas professionnels. Là, vous commencez à faire vraiment, c'est pour de vrai, quoi. Et il y a une rencontre avec un certain Étienne Daho, qui va être un petit peu un élément. En tout cas, c'est ce qu'on lit dans les bios. Oui, mais quand on rencontre Étienne, on faisait 2-3 reprises, on n'avait même pas de chansons, en fait. Mais j'y suis allé au flanc en lui disant, on a des chansons, mais c'était pas vrai du tout. Et il vous dit quoi Il nous dit, très bien, formidable, rendez-vous dans 2 mois à Paris. Et là, vous dites merde. C'était la panique avec les 2 autres. Là, on s'est mis à taffer, à essayer de faire des chansons le plus vite possible. Et donc, vous avez commencé là vraiment à pondre. Ouais, on a dû arriver, mais pas beaucoup. On devait avoir 3-4 chansons quand on a présenté la maquette à Étienne. Et là, il vous dit banco, on y va. Il dit très bien, celle-là, elle est super. On était super étonnés. Et 2 mois après, on tournait le clip. Et là, ça change quoi dans une vie que justement, quand on trouve le quotidien, alors, je reviens à ce que vous nous disiez il y a quelques minutes, un quotidien un petit peu, enfin vous n'avez jamais été très pote avec le quotidien, là d'un coup vous arrivez carrément dans votre monde à vous, c'est-à-dire que vous êtes carrément créateur et vous pouvez commencer à en vivre. Ouais, mais c'est pas mon monde à moi. Mon monde à moi c'est soit dans un studio d'enregistrement de répétition avec des musiciens, soit tout seul avec ma guitare et un bout de papier. Ça mon monde. D'accord. Donc là j'arrive au contraire dans le monde de la promotion, des télés, des machins. Et ça vous gonfle? Je suis pas à l'aise, je vois bien que ça va pas être facile, mais en même temps j'adore ce que je fais, j'adore faire de la musique et j'ai vraiment envie de faire ça, donc je me dis bon je vais tenir le choc, c'est ce que je me dis encore aujourd'hui. Vous vous dites très vite qu'il va falloir que vous preniez votre envol en solo à l'époque. Vous comprenez très vite que la formule trio c'est un brouillon? Non mais en fait on a eu tellement de chance, c'est allé tellement vite que c'est super dangereux quand c'est comme ça, parce que vous pensez que tout vous est acquis, tout est facile. C'est ça. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, non mais c'est pas normal, parce que c'était beaucoup la fête quand même. Hein. D'accord. On bossait pas beaucoup, on était tout le temps dehors à faire la fête et tout. Je me suis dit, non mais c'est pas possible, Gérald, je vais pas il y a un truc qui tourne pas rond. Qui va pas. C'est trop beau. Et puis je sentais même que musicalement, je stagnais, j'avançais pas, on bossait pas assez, quoi. Et en fait, au bout d'un an, j'ai dit non, j'ai besoin de créer mon univers, de bosser, de faire mon truc, quoi. Et je suis parti au bout d'1 an. Ça n'a pas duré longtemps. Et ça se passe comment à la fin? Je pars au bout d'1 an, donc ça doit être 87, 88. Ça se passe pas mal. Ils décident de continuer ensemble. Voilà. Donc voilà, moi je pars faire mon truc de mon côté et je me mets à bosser en fait. Je me mets à apprendre vraiment à faire des chansons, parce qu'avant, je bricolais un peu et je passe beaucoup de temps. Mais avec la naïveté de croire que, comme j'ai signé en claquant des doigts comme ça la première fois, ça va être facile. Que ça va être pareil toujours. Sur la route, énorme succès. Là encore, c'est facile. Bon, ok, il y a quand même eu 7 ans entre les Valentins et ça. Ouais, mais là, c'est pas facile. Enfin oui, ces 7 ans-là, je peux vous dire… Ils n'ont pas été faciles à passer. 20 mètres carrés avec le studio, tout dedans. J'ai vécu comme un ermite pratiquement avec très peu d'argent. Pendant 7 ans. Je me plains pas, hein, c'était cool, j'avais pas besoin d'argent, je m'en foutais, j'étais seul et je bossais. Mais non, c'était pas cool du tout, hein, c'était long. Et pendant 7 ans, quand justement le label un peu farceur vous annonce que vous allez devoir encore attendre 1 an, on tient psychologiquement comment, justement, quand on n'a pas beaucoup de sous, quand on est en attente de cette reconnaissance? J'imagine que c'est quelque chose qui vous… Mais en fait, j'ai craqué au bout de 7 ans. J'ai craqué, j'ai rendu mon appart et j'ai pris mon billet d'avion pour repartir à l'île de la Réunion. D'accord. Peut-être 1 semaine avant que je prenne l'avion, un coup de fil d'un gars qui était assistant directeur artistique, donc il n'était pas vraiment… Oui.
il a piqué ma cassette dans le bureau d'un directeur artistique qui ne l'écoutait pas. Il est parti dans une autre maison de disques en disant « Si vous me prenez comme directeur artistique, voilà le genre de truc que je signerai. » Et ils l'ont pris et il m'a signé. Ça, vraiment... Et il m'a appelé une semaine, j'avais pris mon billet d'avion et j'avais rendu mon appart. Donc vous avez sur le point contribué à faire que Pôle emploi ait un chômeur de moins. Exactement. Ce garçon qui a trouvé du boulot. Et moi aussi, hein, par la même occasion. Et ouais, ça s'est joué à une semaine. À une semaine, à peu près, ouais. Alors, quand l'album sort, Sur la route, énorme carton, victoire de la musique, là c'est bon, c'est reparti pour... c'est même pas reparti, c'est vraiment parti très très fort. Second album, ça marche pas du tout. Alors, oui, je dis souvent ça. Non, en fait, on a fait quand même 50 000 qui... ça marche moins. Ça marche moins. Et là, et vous racontez avec beaucoup de recul et beaucoup d'humilité que là, vous commencez sérieusement à flipper, quoi. Ben oui, parce que j'avais goûté au succès avant et je me dis, oula, j'ai pas compris. Là, je l'analyse avec 15-20 ans de recul, je sais pas. Oui. C'est facile. Et de succès qui est. Voilà, mais sur le moment, j'ai pas compris. J'ai dit, moi, s'il faut, j'ai pas le truc, quoi. S'il faut, j'ai déjà perdu le. Donc, ouais, j'ai perdu confiance en moi, surtout sur l'écriture. La musique, les textes. La musique, ça allait, mais l'écriture, non. C'est justement là où vous allez faire gling-gling à la porte de quelqu'un qui, à l'époque, est un débloqueur. Oui, Goldman, il a aidé un paquet de gens, ouais. Mais oui, je vais voir Jean-Jacques, en fait, je l'ai croisé, je crois, sur un concert quand on était tous les deux. Il vous connaissait, il connaissait vos morceaux, il connaissait Sur la route, il connaissait vos deux albums. Et il vous reçoit comment? Ça se passe comment quand on appelle Jean-Jacques Goldman? En fait, nous, on était au je crois que c'était au SIDAction à Longchamp. Oui. On était backstage, en train de traîner tous les deux derrière en attendant. Ou alors je crois qu'il m'avait demandé de faire un duo avec lui sur scène parce qu'il avait, voilà. Et on est assis sur des flights, des caisses derrière. Et je lui dis voilà, j'arrive plus à écrire, je suis paralysé. Je fais des mélodies, mais les textes ne viennent pas. Je fais les mélodies, tout va bien pour la musique, les mélodies, mais je suis terrifié à l'idée d'écrire un texte, j'arrive plus, je suis paralysé. Et il me dit, envoie-moi 3-4 musiques, et je te rappelle. De 3-4 mélodies, et je te rappelle, si ça me plaît. Parce qu'il est super direct, Jean-Jacques. Il vous rappelle. Et il me rappelle, il me dit, voilà, il y a cette chanson-là, ça marche. Je bosse dessus, dans un mois, je t'envoie un truc. Voilà. Et donc là, vous le rencontrez pour J'en rêve encore puisque oui, je vais le voir dans son appart à Paris. et là j'étais terrifié aussi. Je me dis, si jamais le texte ne me plaît pas, on fait comment? Je suis devant Jean-Jacques Goldman, comment je m'en sors, quoi. Et donc je lis la première fois, c'est la première fois que je lisais un texte de quelqu'un d'autre comme ça, quoi. Et je trouve les mots super beaux, mais j'ai un peu peur sur la rythmique, toujours mon blocage de faire swinger les mots. Il n'est pas intimidé, lui, justement, de vous montrer ce texte? Pas grand-chose qui l'intimide, je crois. En apparence, allez savoir. Même en regardant au fond, il n'y a pas grand-chose, hein, j'ai l'impression. Et donc, du coup, je lui dis, ouais, mais ces mots-là, peut-être je vais avoir du mal à le faire swinger. Et tout. Il me dit, rentre chez toi, bosse-le, chante-le et laisse venir. J'ai fait ça, et je l'ai rappelé 3 jours après en disant, non, en fait, il n'y a aucun mot qui me gêne, tout baigne, ça roule. Et là, carton. Et oui, là, ça a vraiment super bien marché. Et chez Jean-Jacques Goldman, qu'est-ce que vous aimez le plus dans son écriture, dans ses chansons? Il y a quelque chose qui vous accroche plus qu'autre chose? L'efficacité. En fait, pour moi, c'est un sociologue, ce gars-là. Un journaliste. Ouais, il a une faculté de lire son époque, de lire les gens aussi, les gens qu'il a en face de lui ou les gens qu'il voit vivre dans la société. Il a cette faculté extraordinaire de lire ça avec beaucoup d'acuité. Et cette rencontre-là vous a donné confiance en vous et vous avez repris la plume immédiatement après? Oui. Ah ouais, mais le fait qu'un gars comme ça accepte de me faire un texte sur une de mes mélodies, pour moi, j'étais le roi du monde. Je me dis, mais en fait, non, c'est bon, tu y es, quoi. Tu t'es pas trompé, tu n'es pas assis à la rue que ça. Vous le lui avez dit, ça? Vous avez pu lui dire? Parce qu'on imagine de grandes pudeurs, vous connaissant un petit peu tous les deux. Oui, mais moi, je suis assez réservé et tout, mais j'ai pas de pudeur sur mes craintes, sur mes peurs, sur mes erreurs, sur mes fautes. Vous savez que tout le monde en a, tout le monde trimballe son fardeau et j'ai pas de pudeur de parler de ça. Et qu'est-ce qu'il vous a répondu quand vous lui avez dit merci parce que tu m'as un petit peu débloqué?
Ben, il m'a dit... Mais je crois que c'est lui-même qui m'a dit. Il m'a dit, mais, parce que je crois que très rapidement après, je lui ai demandé, mais tu veux pas m'en faire une autre, peut-être, éventuellement. Il m'a dit, mais non, c'est bon, tu sais faire des textes, tu en as déjà fait. Maintenant, c'est bon, tu fais tes textes toi-même, quoi. Il me l'a dit comme ça. Allez hop, roule. Roule. Et c'était vraiment ça, quoi. C'est ça que j'ai adoré avec lui. Il avait un côté vraiment grand frère qui était très agréable, très rassurant. Et bienveillant. Et super bienveillant et très, très rassurant. Puis voilà, moi, je respecte beaucoup sa façon de vivre, sa façon de voir les choses. Sa philosophie de vie, tout ça, voilà, j'ai toujours été impressionné par ce gars-là. Merci beaucoup à vous d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonne tournée. À bientôt. À bientôt.